Et les Arabes ne sont que les tout récents habitants de ces régions. D'accord? Il y a pas mal d'autres peuples et d'autres civilisations, si pas aussi brillantes, certainement plus brillantes encore que la civilisation arabe, qui sont passées par là. Les Arabes eux-mêmes constituent une population sémite. Ce sont des cousins du peuple juif, n'est-ce pas? C'est intéressant de voir qu'en Palestine, ils ne sont pas très cousins. Ce sont les descendants d'Ismaël, fils d'Agar, seconde épouse d'Abraham, après Sarah. C'est intéressant aussi à noter pour tout à l'heure, lorsque nous abordons peut-être cette question palestinienne si le temps le permet. Deuxième élément, après cette phase de succession de civilisation, nous allons assister à une phase de révélation. C'est cette phase-là qui va nous intéresser. Cette phase de révélation est censée nous donner une idée sur le message que certains utilisent de manière un peu galvaudée maintenant dans leur conquête, dans leur, je dirais, croisade. Le terme est peut-être choisi à l'envers ici, c'est intéressant. Cette révélation, nous allons en parler dans un instant, et j'ai choisi un document, vraiment comme ça, pour vous l'exposer et vous montrer qu'on fait lire au texte tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Cette civilisation qui va naître suite à cette révélation de 612, elle va subir un déclin assez rapide en 945 et une déformation des valeurs, si j'ai le temps ou une question, nous pourrions en parler, une déformation des valeurs, ce qui va permettre à un certain nombre de peuplades voisines de venir occuper cette région, parmi lesquelles, un peu plus tard, les Ottomans, 1516, retenons cela pour tout à l'heure, nous parlons de M. Erdogan et de sa politique, je pense que c'est intéressant de ramener les choses à leur dimension historique. Et ensuite, maintenant nous allons assister à l'occupation et aux divisions coloniales de la région. Et là, les auteurs de cette phase, ce sont les Européens, c'est nous, si je puis dire, et nous allons laisser les traces indélébiles qui sont là, encore sur la carte, avec des frontières tracées en ligne. L'indépendance se fait suite à une révolte. Il y a une révolution, avant cette révolution à laquelle nous assistons maintenant. Et je vais vous étonner par la ressemblance du scénario. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir sur ce document qui relate cette fameuse révolte du début du XXe siècle. Vous l'appelez déjà le rapport. Un document qui a été publié sur ce sujet. Un document historique que je manipule avec beaucoup de l'indépendance, c'est un véritable cauchemar, alors que des populations souvent célèbrent leur indépendance. C'est un cauchemar avec des divisions coloniales qui ont complètement émietté cette région, avec un phénomène de dépendance par rapport aux puissances coloniales, une dépendance qui a engendré la dépendance, une situation de sous-développement, d'illettrisme et de retard accru, et alors les injustices sociales criantes et la misère qui commence un peu à s'installer. Nous allons prendre aussi quelques éléments rapidement, et je vous propose d'accorder 5 à 10 minutes maximum à cette diapositive. Voici le premier document que je vous soumets. C'est un document qui est un commandement de Mahomet à tous les musulmans conservés au monastère de Sainte-Catherine dans le Sinaï, en Égypte. Il s'adresse à son peuple et il fait ce commandement devant 22 de ses fidèles compagnons. La deuxième dia reprend les noms de ses fidèles, et dans ce document, il déclare ceci. Je vais vous laisser lire, je vais vous aider. Le prophète l'a écrit en tant qu'obligation. Tous les musulmans sont donc obligés
d'exécuter, d'appliquer ce document en faveur de ceux qui sont chrétiens exclusivement. Et quel que soit l'endroit où ils sont. Ce document ne peut pas être violé, ne peut pas être ignoré, ni par un simple citoyen, ni par un gouverneur, ni par une personnalité. Ainsi, concernant les moines, les pèlerins, bref, tous ceux qui touchent à la conduite de cette grande communauté chrétienne de par le monde, concernant leur emplacement, leur situation, qu'ils soient dans des montagnes, dans des vallées, dans des buildings, dans des gratte-ciel, il faut quand même, ceux qui veulent appliquer les choses, les appliquent là maintenant, dans la même dimension, qu'ils soient dans leur temple, eh bien, ils sont sous la responsabilité, dit-il, de tous les musulmans qui obéissent à leur prophète, leur leader. Et il dit, si vous faites défaut, je les défendrai moi-même avec mes fidèles compagnons et amis. Je défendrai aussi leur possession, leur temple, et personne ne pourra les spolier ou démolir leurs biens ou leurs églises. Ce commandement se termine avec la liste des compagnons de Mahomet, et pour ceux qui connaissent cette religion, ce sont vraiment les plus importants noms qui sont liés à cette religion. Nul ne leur demandera de se déplacer, ni de faire la guerre, ni de transporter des armes. Je vous laisse lire, parce que je n'aime pas lire pour... ok. Alors, deuxième élément ici. Si une femme chrétienne se marie avec un musulman, ceci ne peut être que de son plein gré, et elle ne sera pas empêchée d'assister à la prière dans son église. D'accord? Leurs églises, les chrétiens, sont à respecter, pas à détruire, à respecter. On a vu les images en Syrie et en Irak. Et nul ne les empêchera de les meubler, de les décorer, de les réparer, etc. Ce document, qui sera à votre disposition si vous le souhaitez, je peux vous l'envoyer sous forme de fichier, nous donne une idée sur la volonté absolument concrète et réelle de cet homme, Mahomet, qui a voulu apporter un message extrêmement intéressant par rapport à l'époque dont nous parlons. Et cette époque, rappelons-le, juste avant son message, était animée par une société extrêmement chaotique, avec des valeurs très néfastes, parmi lesquelles l'esclavage, alors la polygamie outrancière, l'enterrement de la fille, généralement aînée dans chaque famille, arrivée à l'âge de 5 ans, par les mains de son propre père, enterrement vivant. L'usure, l'intérêt d'usure, qui était l'institutionnalisation du système de l'esclavage. On va emprunter un peu d'argent chez un féodal, chez un seigneur, et on signe un document dans lequel on reconnaît devoir rembourser ce montant en ayant tel délai. Et si ça n'est pas fait, eh bien le montant est doublé. Arrive l'échéance, souvent, le montant n'est pas remboursé. Il est doublé et un nouvel engagement est signé pour une nouvelle échéance qui redouble le double et ainsi de suite, de sorte à ce que l'individu ne puisse plus du tout rembourser. Et il est obligé d'accepter les conditions de ce seigneur féodal qui lui dit: venez travailler dans mon domaine pour rembourser.
rembourser votre dette. Il y a bien de vous, madame et les enfants, qui se posent. Et du moment qu'ils entrent dans le domaine, ils n'en sortent plus. Ils deviennent la propriété de ce secteur. Et lorsqu'ils sortent, ils sont considérés comme des fugitifs qui peuvent être tués. Et donc ils deviennent esclaves, et c'est une sorte d'institutionnalisation de l'esclavage. Cet homme, Mahomet, qui dit lui-même qu'il était illettré, c'est assez intéressant aussi comme élément. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de se dire oh, j'ai fait des études, j'ai fait des analyses, et je vais. Il dit ça, c'est des valeurs néfastes, il faut les balayer, et il faut de nouvelles valeurs. Et il dit sur un certain nombre de choses, ben voilà ce que je vous propose. Nous sommes en 612 de mon frère. Nous sommes en 612 de mon frère. Il faut remettre les choses en place. Alors certes, si nous portons un regard maintenant sur toutes les valeurs, ben nous allons trouver certaines valeurs qui sont, je dirais, correspondent plus au Moyen-Âge que maintenant. Mais comparons ce qui existait avant avec ce que cet homme a apporté, et c'est intéressant de voir que ce que l'on retrouve maintenant entre les mains des uns et des autres ne correspond pas du tout à la chose, ne correspond pas du tout à l'esprit de ce message. Nous arrivons donc à la période où cet homme, je vais essayer de vous retrouver une courbe historique sur laquelle vous pouvez peut-être plus facilement vous repérer. Nous sommes donc ici en 612. Cette civilisation va avoir une ascension fulgurante et elle va participer à un certain nombre de domaines scientifiques dans le monde et elle va contribuer par les chiffres, par un certain nombre de choses, dont le vocabulaire. Je vois avec mes étudiants que plusieurs milliers de mots issus de la langue arabe sont utilisés en français et beaucoup plus en espagnol et dans d'autres langues. Et puis arrive alors un moment où le sommeil est atteint et il n'y a pas d'autre issue que de décliner. Et ce déclin va se faire sous les coups d'un certain nombre de populations voisines non arabisées qui n'ont pas été englobées dans cette expérience de société fort développée pour l'époque et qui étaient jaloux, qui voulaient mettre la main sur les richesses et sur les progrès accomplis, parmi lesquels il faut situer les Goulides, les Séjourides, un certain nombre de peuplades. Et ici, je rends hommage à Charles-Étienne Le Guerre qui lui parle des croisades. Il fait une relecture des croisades, car les croisades, dont je l'ai dedans, dans ce paquet d'invasion, à ce moment-là, les croisades ont dit qu'ils allaient libérer la Terre Sainte des mécréants, et en fait, ils ont tué plus de chrétiens, ils ont fait plus de victimes chrétiennes que musulmanes. Et donc, ils ont été là pour autre chose. Ils ont été là pour essayer de reprendre un certain nombre de découvertes et d'éléments. Puis nous arrivons alors à la dernière phase de cette courbe qui simplement, ce n'est pas une courbe de cause, ça c'est une simple courbe historique qui montre une ascension, n'est-ce pas? Et puis alors un déclin vers presque le même point où cette communauté est née. Le dernier point ici, c'est l'occupation ottomane. Nous sommes en 1516 et les Ottomans, les musulmans, vont se. Il sert à rien. Si, il en dit. Bon. Les Ottomans, 1516, s'installent dans la région au nom de l'islam. Au nom de l'islam. Et il reste 400 ans présents, interdisant l'utilisation de la langue arabe, qui est la langue de leur religion. Okay? La langue du Coran, c'est la langue arabe, et ils l'interdisent. Regardez ces contradictions incroyables. Vous allez en voir des contradictions de ce type, en veux-tu, en voilà. Et après les Ottomans, et c'est leurs 400 ans, nous arrivons ici peu avant l'indépendance, et c'est la présence européenne qui va, je dirais, être qualifiée de présence coloniale. Et là, nous sommes dans le film de Laurence Zahari,
Si vous souhaitez, après cet exposé, avoir un peu plus de détails, je vous invite à aller visionner ce superbe film qui n'a pas fini une ride, qui est toujours aussi intéressant et aussi beau. J'ai l'impression qu'il a été retravaillé pour retrouver une qualité de son et d'image qui mérite que je regarde. Laurence d'Arabie est un homme, un officier anglais qui est envoyé par l'Angleterre dans le sud de la Méditerranée et qui est chargé d'une mission, celle de convaincre les populations et leurs leaders, un certain notable, un certain Sharif al-Hussein, descendant en droite lignée de la famille de Mahomet, de les convaincre de s'allier avec les puissances alliées contre celles de l'axe austro-hongrois, et nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale. Voici un petit schéma qui est censé vous expliquer les choses. Ça ne nous éloigne pas du tout de notre propos. C'est intéressant de vous. Voici la ligne de front, la Méditerranée. L'Europe est divisée absolument en deux, et la division, elle vient ici en Afrique du Nord former une ligne. Et du côté est, nous avons les puissances austro-hongroises qui étaient alliées à l'Empire turc-ottoman qui lui occupait depuis 1516, comme je viens de vous le dire, toute cette région-ci, à l'est et au sud de la Méditerranée. Autrement dit, cette image vous fait penser tout de suite à une forme de tenaille dans les stratégies militaires par rapport à nos puissances alliées qui étaient là et qui étaient vraiment cernées. Et donc, ils voyaient l'échec, ils voyaient les défaites. Ils envoient donc Laurence d'Arabie rencontrer El-Sharif Hussein, cet homme qui avait énormément d'autorité, malgré l'occupation ottomane, malgré qu'il est sous cette occupation. Et il parvient à le convaincre. Et il lui dit, nous signons une alliance entre vous et les puissances alliées, entre lesquelles vous retrouvez l'Angleterre, et nous allons faire la guerre ensemble contre les Ottomans. Vous, de votre côté, vous allez faire une révolte populaire, une révolution. Et vous allez repousser les Ottomans vers la Turquie. Vous allez nous permettre donc de faire passer nos troupes au sud de la Méditerranée pour nous-mêmes alors prendre en tenaille nos ennemis. Et le plan fonctionne à 100%. Sauf que, avant d'exécuter le plan, il y avait un accord et une promesse. C'est celle qui consistait à accorder à cette région occupée depuis des centaines d'années, comme je viens de vous l'exposer, une accordation d'indépendance. C'était ça le deal, c'était ça l'échange. Malheureusement, au lendemain de cette victoire et de cette alliance, l'on apprend que la région à l'est et au sud de la Méditerranée est découpée en ligne droite, vous pouvez l'observer, et ça c'est une belle aberration, zone neutre, on n'a même pas eu le temps de lui donner un nom. Et ça c'est la carte que les peuples de l'autre côté de la Méditerranée voient, c'est la carte de leur région et de leur pays, et vous voyez ces lignes droites, n'est-ce pas, de découpage. La région était partagée entre les alliés eux-mêmes qui étaient dans l'alliance que Laurence d'Arabie avait proposée. Cet élément-là, c'est un élément intéressant, parce que pour nous, nous avons oublié l'organisation. Que ce soit notre génération, ou la génération avant nous, ou même celle d'avant, la colonisation, c'est effacé de notre mémoire. Mais elle n'est pas effacée de la mémoire des gens de l'autre. C'est une blessure profonde.
ils la vivent tous les jours. Ils la vivent dans leurs échecs, ils la vivent dans leur malheur, ils la vivent dans leur détresse. Ils rattachent beaucoup de leur malheur et de leur souffrance et de leur plainte à cette communication. Je trouve même de manière excessive. Je trouve ça de manière excessive. Et là, c'est le psychologue qui enlève sa casquette pour vous dire que quand on est blessé par quelque chose, le moindre mal, la moindre douleur, eh bien, c'est à cause de ça. C'est à cause de cette blessure. Et cette situation, elle va, j'allais dire, conserver des racines dans les faits, puisque au lendemain du départ des Européens après ces divisions et après le mandat colonial, mandat qui a été même entériné par la SDN, la Société des Nations, moi-même qui dispense de cours d'institution internationale et de relations internationales, je n'y comprends rien. La Société des Nations, la maman de l'ONU, entérine ce système d'occupation et de découpage. Alors que dans la Charte des Nations Unies, il dit on ne peut pas intervenir dans les affaires d'autrui, on ne peut pas mettre la main sur leurs richesses, on ne peut pas mettre la main sur leur territoire, on ne peut pas découper leur territoire, on ne peut pas. Cette phase se termine de manière assez triste et dramatique avec des séquelles horribles. Ces séquelles sont évidemment le manque de démocratie, le manque de respect des droits de l'homme, le manque de justice sociale, de justice distributive, l'illettrisme, jusqu'à il y a peu, des statistiques horribles de taux d'analphabétisme dans certains pays arabes, alors que ces pays disposent de moyens financiers suffisants pour enseigner à leur peuple, pour, j'allais dire, lutter contre l'illettrisme. Tout cela va donc permettre d'avoir un terreau extrêmement fertile, extrêmement favorable pour une révolte, pour une révolution. Et on peut imaginer qu'à tout moment, une révolution peut prendre forme et peut avoir des chances de succès. Déjà, lorsque les puissances européennes sont parties, on avait convaincu les populations arabes de se révolter contre l'occupant autour du monde. Et on avait appelé cette révolte le printemps arabe ou la révolte des Arabes. La grande révolte. Et on avait monté en tout un scénario valorisant cette révolte, etc. Alors qu'elle a été instrumentalisée. L'idée, c'est d'essayer de casser l'ennemi ottoman pour pouvoir contourner cette puissance austro-hongroise. Et donc, ce printemps 1916, plaçons-le, d'accord? Et arrêtons de suivre certains qui pensent que ce printemps, c'est quelque chose de vraiment historique, c'est quelque chose de génial, c'est une victoire, etc., etc. Nous arrivons donc maintenant à la période actuelle, et là, nous sommes en train de vivre une révolution qui ressemble de manière étrange à cette grande révolte dont je parlais. J'ai analysé le phénomène moi-même et j'ai trouvé des paquets de ressemblances troublantes. Donc, on peut aisément dire, mais je vous le prouverai tout à l'heure, que ce printemps n'est pas aussi spontané qu'il a. Voici donc quelques éléments de la situation actuelle. Nous pouvons dire que cette révolte actuelle, cette révolution, ce printemps, est due à un certain nombre de phénomènes qu'on va classer en deux catégories. Les phénomènes endogènes, parmi lesquels un taux de croissance décevant dans l'ensemble de ces pays, même les pays pétroliers. Vous savez, ces pays pétroliers
dans lesquels vous voyez des beaux gratte-ciel, de belles bagnoles, et de jolis nightclubs et tout ce que vous voulez. Le jour où le pétrole n'est plus extrait et exporté, les nightclubs et les gratte-ciel, qui se battent pratiquement, eh bien, ils seront là. Je vous annonce 2027, l'Arabie Saoudite va inventer 2027. Voilà. Donc le pétrole, c'est l'énergie. Nous allons revenir longuement sur cette question. Longuement, c'est-à-dire au cœur de ce travail, au cœur de cette révolution. Alors, courbe de chômage irréversible, ils ont beau lutter contre le chômage, nous avons des taux de 30 à 40% dans certains pays de chômage parmi les jeunes, quelque chose d'absolument insupportable. Une industrialisation confinée dans des secteurs extrêmement étroits, qui ne correspond pas du tout à une évolution et à une transformation de l'économie. Des inégalités prononcées, la classe sociale est en train d'être complètement laminée. Et nous avons une immense majorité de la population qui souffre, avec évidemment quelques richissimes qui s'accaparent pas mal de choses. Une grande faiblesse des investissements étrangers. L'Europe, qui est le voisin de cette région, investit quelque chose comme 1% de ces investissements étrangers dans cette région. C'est absolument surprenant. Et j'en ai discuté avec Ashton et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Mogherini bientôt. C'est pays. Il y a comme un dialogue dessous sur ce plan. Des réformes bancaires. Alors, on fait beaucoup de publicité pour des réformes, et on change la société, etc. Et on s'aperçoit au bout de quelques temps que ça n'a rien à dire. Incapacité de mettre en place, sans aide extérieure, des États développementaux, à l'image des pays asiatiques, par exemple. Pourquoi les pays asiatiques émergent et deviennent des modèles de développement, alors que les pays arabes, qui ont parfois des moyens supérieurs en capitaux et en possibilités humaines et géographiques, n'y arrivent pas. Persistance du clientélisme, corruption, vous avez l'impression qu'autour de chaque pouvoir, il y a là un ensemble d'individus qui profitent de ce système, de ce pouvoir, et le reste du peuple est écarté. Pauvreté, évidemment, blocage du changement structurel et institutionnel, pression migratoire croissante et fuite des cerveaux et des capitaux, c'est important, ça veut dire que la main-d'œuvre non qualifiée déjà, eh bien, s'en va à la recherche d'emploi, à la recherche de possibilités de vie, un peu comme ce flux d'immigrés récents, mais de manière plus lente, moins visible. Les cerveaux, c'est exactement la même chose. Les cerveaux partent en masse. Les statistiques sont absolument effrayantes. Moi, je vois ce qu'il y a comme médecins syriens en Allemagne. Vous avez une idée? 40 000. Ne parlons pas des études. Okay? Si on prend les ingénieurs, c'est beaucoup plus. Fuite des capitaux, tous ces pays qui ont le pétrole et qui ont de l'argent, avec lesquels on peut nourrir toute cette population, la développer, distribuer même à d'autres pays, eh bien, cet argent, il est placé à l'étranger, parce qu'ils pensent qu'à l'étranger, il est plus sûr, et bon, à l'étranger, il gagne sa bagarre, vous connaissez la suite de la chose, mais tout ça se fait sous forme illégale, c'est une fuite véritable. Instabilité politique et sociale, n'en parlons pas, vous avez vu un petit peu ce qu'il en est. Détérioration rapide du cadre environnemental, ne m'en parlez pas. C'est le parent pauvre. Parmi tous ces critères de pauvreté, c'est pourtant le parent le plus pauvre. Et enfin, déficit en matière de démocratie et de droits de l'homme. Voilà quelques éléments de ce que endurent les populations dans ces pays au sud de la Méditerranée. J'ajoute encore un tout petit élément. J'ai écrit un petit bouquin sur ce schéma. Système actuel de formation des générations. C'est intéressant de voir comment on envisage
générations pourraient changer les choses. Mais écoutez, voilà, les générations sont aussi dans un cercle infernal. Faible rendement interne, c'est-à-dire que l'enseignement, c'est une machine qui ne produit pas suffisamment de diplômés, et certainement pas des diplômés de qualité, puisqu'ils sont inefficaces sur le plan externe. Et alors, des réformes qui tournent en rond et qui ne donnent aucun résultat. Donc, même au niveau de la formation des générations, c'est bloqué. Mais alors, en face de tout cela, nous avons un certain nombre de facteurs exogènes. Et vous allez voir, c'est là que l'actualité nous intéresse, parce que tous ces phénomènes dont j'ai parlé tout à l'heure, vous ne les voyez pas. Alors que ceux que je vais vous montrer ici sont médiatisés. Ils sont médiatisés. Tout d'abord, le phénomène le plus visible, c'est la proximité de l'Europe, l'une des plus belles puissances de la planète, la plus démocratique, celle qui a la plus belle expérience, une région industrialisée et développée. C'est comme ça que l'Europe est vue de l'autre côté de la Méditerranée. Et je ne suis pas en train d'exagérer. Nous sommes vus comme un modèle. L'Europe est un modèle historique. Jamais dans l'histoire, on a eu 28 pays qui se sont pratiquement unis pour créer une communauté où on ne parle plus de guerre, où on ne parle plus de violence et de problèmes. Et donc l'Europe est vue comme un modèle. Et donc être voisin de l'Europe, c'est un bonheur. Et malheureusement, ce voisinage ne donne rien. C'est peut-être pas un manque de bonne volonté, c'est peut-être autre chose. Et la première chose à constater, c'est que l'Europe ne fait pas, je dirais, ce qu'il faut dans ce qu'on appelle son hinterland, dans cette zone autour d'elle, comme le fait la Chine, par exemple, en Asie, ou comme le fait le Japon, ou comme le font d'autres puissances aussi importantes. Si nous comparons 2-3 critères, par exemple la natalité, elle est 7 fois supérieure au sud de la Méditerranée qu'au nord de la Méditerranée. Donc chez nous. Le taux de croissance, il est 7 fois supérieur au nord de la Méditerranée par rapport au sud de la Méditerranée. Et le fossé démo-économique qui existe entre le nord et le sud de la Méditerranée est le plus profond de toute la planète. Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ce rôle de l'Europe dans cette zone qui lui appartient. L'Europe est la première puissance méditerranéenne. C'est vraiment la superpuissance méditerranéenne. Je parle d'un point de vue objectif. Elle est là et la Méditerranée, c'est son cœur, c'est son ventre mou en même temps, comme le disent certains. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des tentatives en 73. On se souvient de l'embargo pétrolier, moi je me souviens des autoroutes où on roulait à vélo, etc. Bon, il y a eu une tentative de dialogue entre les deux communautés européennes et arabes. J'étais membre de l'une des commissions, on ne s'est jamais réuni. Jamais. Jamais. Il faut dire qu'on n'avait pas débloqué un centime pour ce projet. Donc, je ne sais pas comment ça aurait pu fonctionner. Alors, on arrive, après un certain nombre d'autres expériences foireuses, qui ont été aussi, je dirais, bâclées les unes que les autres. L'une d'entre elles les plus prometteuses, c'est la fameuse CSCM, Communauté de sécurité et de coopération en Méditerranée. Okay, une conférence, une sorte de futur OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, transposée à la Méditerranée. Ce projet était prometteur et les États-Unis ont posé leur veto, et non, pas question d'une alliance entre l'Europe et le sud de l'Europe. Et donc toutes ces expériences entre 73 et 95 ont duré quelques semaines, quelques mois, comme par exemple des expériences 3 plus 4, on prend 3 pays d'Europe du Sud et 4 pays d'Afrique du Nord et on essaie de voir si la mayonnaise
va prendre pour élargir. Tout ça n'a donné aucun résultat. En 1995, là nous avons une lueur d'espoir, la déclaration de Barcelone. C'est une déclaration qui devait aboutir en janvier 2010 à la création de la première zone de libre-échange et de prospérité partagée entre l'Europe et le Sud-Amérique. 2010, janvier 2010. Nous en avions entendu parler. D'ailleurs, déjà avant 2010, on avait l'impression qu'on était en train de donner les derniers clous dans le cercueil de cette déclaration. La politique européenne de voisinage. Alors que dans la déclaration de Barcelone, on avait une vision de l'autre côté de la Méditerranée comme une communauté. Et donc, on avait une approche, une stratégie multilatérale dans les relations. La PEV vient avec une vision complètement opposée. C'est une stratégie bilatérale. Ça veut dire que l'Union européenne, dans sa grandeur, dans son ensemble, va pouvoir traiter, en vertu de ses politiques de voisinage, avec chaque pays issu de la division coloniale séparée. Donc imaginez l'importance de l'Europe devant un pays comme la Tunisie, ou comme le Djibouti, ou comme le Koweït, ou comme le Qatar, ou comme même le Liban, etc. Ça a été perçu comme un recul de l'Europe qui semble ne plus vouloir considérer l'autre côté de la Méditerranée comme un ensemble, comme un partenaire, et qui revient, disent-ils, à une mentalité coloniale. On revient au partage colonial, on va traiter avec vous tel qu'on vous a découpé, vous, les pays du sud de la Méditerranée. Et puis en 2008, on n'est pas encore en 2010, ça c'est le premier coup dans le lot, et ceci est le deuxième, c'est un certain Nicolas Sarkozy qui est venu avec l'Union pour la Méditerranée. Un projet comme ça qu'il a trouvé génial. Il a été dans les ambitions pour être le leader de la Méditerranée, des choses comme ça. Mme Merkel l'a dit. M. Sarkozy, vous ne pouvez pas unir une mer, l'Union de la Méditerranée, l'Union pour la Méditerranée. Et donc, ils sont passés avec l'appellation Union méditerranéenne. Vous avez entendu parler? Et donc, Barcelone est morte bien avant que ces projets-là ne donnent le résultat. Le déficit dans les relations entre l'Europe et le sud de la Méditerranée est extrêmement douloureux et extrêmement présent dans ce qui se passe probablement au sud de la Méditerranée. Nous allons revenir là aussi sur cet aspect. Alors le processus avant le blocage, c'était Barcelone le 95, la PEV ici, la Méditerranée, et alors qu'est-ce que nous pourrions espérer qui puisse nous sortir de ce dilemme, de cette situation? Les responsables européens sont mieux situés que moi pour en parler. J'ai animé un réseau de chercheurs qu'on appelle Stratmed, Stratégie de développement en Méditerranée pour l'Europe, et je fournis des rapports aux responsables européens. À l'époque, on avait Ashton, et depuis mon successeur, Ferdinand Mogherini. Ils savent que pour toute forme de partenariat constructif, pour un développement durable, il y a des conditions de réussite. Ces conditions, c'est tout d'abord une opération de mise à niveau. Il faut que les économies de ces exemple puissent être réorganisées pour au moins avoir un certain niveau pour répondre un peu à ce type de projet. Il faut préparer une première génération en fonction de valeurs et en fonction de besoins dessinés et arrêtés ensemble. Il faut transférer du savoir et penser à une certaine complémentarité dans un certain nombre de secteurs. Et il faut penser aussi à installer un certain nombre de droits, un certain nombre de priorités, telles que la démocratie, la justice sociale. Tout ceci correspond évidemment à cette problématique entre les besoins et les demandes. Besoin est quelque chose d'inconscient, et demande c'est quelque chose d'exprimé. Et malheureusement, on voit souvent parmi ces populations une confusion entre les deux.
Ils ont des besoins, mais soit on ne leur permet pas de les exprimer, soit on ne parvient pas à les exprimer. Alors, arriva ce qui devait arriver, n'est-ce pas, cette terre était très fertile pour une contestation gigantesque, pour une révolution, pour une révolte. Et la fameuse révolution du jasmin va lancer le processus. Nous sommes le 17 décembre 2010, un jeune marchand ambulant s'immole par le feu parce qu'une gendarmette lui demande ses papiers et dit tu vends ici en noir, tu ne peux pas, etc. Et donc il se sent étouffé, il n'a pas d'emploi, il a trouvé ce travail et il pensait trouver une façon de sauver sa peau. Alors, certes en Tunisie, le problème est assez net pour tous, mais dans le reste de la région, nous avons un certain nombre de pays, et j'ai souligné ici, avec un point d'exclamation, les républiques. Parce que si vous faites le tour, ce ne sont que des républiques qui ont été touchées par le problème. Nous pouvons retenir cette information, vous savez tout à l'heure. Des populations dans certains pays, comme au Liban et en Syrie, sont sorties dans la rue pour appeler à une société laïque. Et des populations, dans d'autres pays, sont sorties pour appeler à une société, entre guillemets, islamiste, parce qu'il y a une définition de ce système. Voici Beyrouth, à cette période-là. Et la pancarte dit, ici, pour, de droite à gauche, un État démocratique et laïque. On a vu ce type de manifestation dans certaines régions de Syrie, d'Irak. Voici en Tunisie, en revanche, un peu mieux. Peut-être que pour les personnes qui écrivent, je remettrai le alors ici, c'est Ennahda, n'est-ce pas? Et ces manifestants sont là pour appuyer à ce type de choix. Et on peut alors se poser déjà, et la question s'est posée à ce moment-là. Mais beaucoup n'ont pas entendu, n'ont pas voulu entendre. Est-ce une dérive ou une solution providentielle? Est-ce une dérive? Alors, entrons un peu plus en profondeur dans cette révolte, dans cette révolution. La première chose, c'est qu'on nous dit que c'est un mouvement d'abord pacifique, de temps en temps, oui, un peu d'armée, que c'est un mouvement très simultané, spontané, dans l'ensemble des pays concernés. Et que, pour par hasard, absence de leadership, il n'y a pas de leader. Et ces trois informations vont être martelées régulièrement. Et l'observateur que je suis est troublé. Pourquoi on les répète tellement? Pourquoi veut-on qu'on croie cela? C'est pour nous donner l'impression que cette révolte, eh bien, c'est quelque chose d'absolument spontané, personne n'est intervenu. Personne. Et ces populations, c'est d'elles-mêmes qu'elles ont choisi le type d'expression. Or, des interventions nombreuses, que je vais vous exposer rapidement, vont être observées. Et déjà en 2011, nous sommes frappés, moi-même, le petit observateur que je suis frappé par le fait de voir que dans une petite ville en Syrie, qui est la ville de Hama, eh bien, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, participe à des manifestations en rue. C'est quoi ça? Si c'est un mouvement spontané, pourquoi avons-nous besoin d'envoyer nos ambassadeurs, qui sont les représentants les plus importants, pour aller
participer dans les villes, une petite ville, à des manifestations. Et puis alors, M. Bernard-Henri Lévy, vous avez tous entendu parler de lui, c'est assez intéressant de voir aussi à quel niveau les choses se sont déroulées. Deuxième type d'intervention, les monarchies du Golfe. Ces monarchies se sont crues investies d'une mission, celle de définir le cours des événements à l'aide de leur liquidité financière. Vous savez, sortir $1 milliard pour un pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, c'est comme un pourboire pour vous. C'est comme un pourboire. J'ai déjà suivi des épisodes où telle population a été touchée par je ne sais quel séisme, et puis on sort 1 ou 2 milliards du jour au lendemain, voilà. Calme-vous, arrêtez de pleurer. Et nous sommes étonnés de savoir que ce sont ces monarchies-là qui vont définir la démocratie, les libertés et les droits que ces pays réclament et dont ils ont besoin. C'est pas à vous que je vais apprendre que dans ces monarchies, les trois ingrédients ici ne font pas partie de la préparation, ne font pas partie de la société. Comment voulez-vous donner quelque chose que vous ne possédez pas? Comment voulez-vous donner une société moderne lorsque vous-même vous vivez encore dans l'époque archaïque, dans le Moyen-Âge? Comment voulez-vous qu'un pays qui ne permet même pas à la femme de sortir seule dans la rue, dans le pays même, la femme ne peut pas sortir seule dans la rue. Elle doit être accompagnée. Accompagnée par quelqu'un qui lui est interdit, entre guillemets, de mariage. Sans quoi la femme est interdite. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça puisse donner l'exemple, et puisse montrer le chemin à des pays pauvres, et dans quelle direction? Nous allons voir que petit à petit, cette intervention du CCG, le Conseil de coopération du Golfe, s'affirmer de manière troublante. Et nous allons observer qu'il y a au moins 2 objectifs poursuivis par ces pays. Le premier, c'est un objectif qui touche à l'énergie. C'est que le pétrole, c'est l'énergie d'hier, et le gaz, c'est l'énergie de demain. Je vous ai apporté de superbes tableaux pour vous montrer l'ardeur des phénomènes. Que le gaz attire beaucoup de bouches, comme un gâteau bien sucré, qui attire. Le rôle des pays du Golfe est donc prépondérant dans ces questions, mais on va voir d'autres interventions assez intéressantes. Ici, la chaîne Al Jazeera, qui est née maintenant en anglais, en plus de l'allemand, eh bien, elle s'est crue investie aussi d'une mission militante, et elle est devenue un acteur majeur dans les bouleversements. Et peut-être que vous ne l'avez pas su. Je me permets de vous raconter cette anecdote dramatique. Lorsque Kadhafi était retranché, qu'il ne voulait pas quitter Tripoli, Al Jazeera, dans des studios fabriqués de toutes pièces dans la capitale du Qatar, va jouer un mini-film, une scène, avec le décor identique à celui de la grande place de Tripoli en Libye. Et il filme l'entrée des combattants qui occupent la place de Tripoli. Je ne sais pas la place de Tripoli, puisqu'ils jouent un film à Qatar, au Qatar, à des milliers de kilomètres. Al Jazeera va diffuser ces images en boucle. Et Kadhafi, avec ses compagnons, s'affole et quitte la ville et est attrapé dans les égouts de Foucault. Donc Al Jazeera avait un rôle plus que tendancieux. Elle avait un rôle militaire. Elle était militante. Et Al Jazeera
va quelque part aussi se discréditer, puisque des journalistes ont été arrêtés en Égypte, en Libye, en Syrie, un peu partout, parce qu'ils s'immiscent véritablement dans les événements, alors que le rôle n'est pas. Même chez nous, on a pris TFE la main dans le sac en faisant passer une manifestation d'étudiants syriens pour une manifestation contre Bachar el-Assad. C'est très facile. Vous montrez la manifestation, vous ne demandez à personne d'intervenir, et vous dites voilà. Les sites sociaux n'étaient pas le plus en dehors de ce débat. Et en Turquie, alors, c'est intéressant de voir qu'un phénomène est en train de renaître. C'est le désir du pouvoir actuel en Turquie de revenir au néo-osmanisme, le néo-ottomanisme, si vous voulez. Le S peut être prononcé TH, osmanisme, et bien S tout simplement, donc osmanisme, ottomanisme turc. Ce néo-ottomanisme, c'est tout simplement le retour à l'empire qui a précédé l'Empire ottoman, c'est lui des Séljukides, qui a précédé l'Empire ottoman pour pouvoir retrouver la puissance de la Turquie d'antan. Une puissance régionale. Elle se trouvait au nord de la Méditerranée, à l'est de la Méditerranée et au sud de la Méditerranée. Et l'on a des informations assez précieuses et précises sur ce fait. Le ministre des Affaires étrangères, M. Davutoglu, l'a répété plusieurs fois, il parle de renaissance de l'Empire ottoman. L'âge d'or turc, M. Erdogan l'a répété dans ses discours, et il s'est proposé pour être le leader de cette nouvelle Turquie. Évidemment, l'objectif, c'est une expansion dans la région. Mieux encore, voici une carte qui circule, que certains d'entre vous ont déjà vue, sur ce gâteau du Proche-Orient. Oh, il n'y a plus de pétrole, c'est pas grave, il va y avoir autre chose. Et on va trouver d'autres produits précieux. Et l'on voit que cette région du Proche-Orient va être de nouveau émiettée, va être de nouveau redécoupée. Et l'on se demande pourquoi, et au nom de quoi, et en fonction de quels critères ce découpage va avoir lieu. Et l'on voit que la Syrie va perdre dans cette région, où se trouvent pour le moment les troubles les plus violents, qui sont d'ailleurs jusqu'ici. Bon. On voit que l'Irak va perdre un beau morceau là, du sud. On voit un État chiite, un État sunnite, un État kurde naître de nulle part. On voit des choses assez incroyables. Le seul malheur, c'est que cette carte circule dans des documents, je dirais, très tendance parmi les leaders, surtout les stratèges et les militaires de certaines régions de la planète. Ce sont des puissances. Et si nous zoomons, si je puis dire un petit peu plus, vers un cas, vers un exemple, celui de la Syrie, nous pouvons voir que ce pays, qui vit sa révolte dans l'agonie depuis 4 ans, ce pays, eh bien, alors que la révolte palestinienne, par exemple, qui peut être classée aussi bien dans les facteurs endogènes que dans les facteurs exogènes, elle a une influence directe sur les événements. Okay? Et les extrémistes religieux veulent faire de la surenchère. Nous allons libérer la Palestine. Et tout ce que nous faisons, c'est pour libérer la Palestine. Mais on ne vous demande pas de libérer la Palestine, parce qu'on sait que vous n'y arrivez pas. On vous demande plutôt d'être raisonnable et de ne pas confisquer peut-être quelque chose qui aurait pu être une véritable révolution, un véritable printemps. Nous pouvons observer que depuis 60 ans, cette question, on n'en parle pas assez et on n'arrive pas à démêler le problème. Il y a là deux peuples frères, sémites, qui se battent pratiquement pour la terre d'Abraham, leur père, et qui n'arrivent pas à la partager. Et
La Syrie, je ne peux pas oublier le Bahreïn. Alors le Bahreïn, c'est un pauvre petit pays qui s'est trompé de révolution. Alors là, c'est une autre forme de révolution. Ce sont des gens qui ont cru vraiment à la révolution et au printemps arabe. Et ils ont fait leur révolution. Mais ils ne savaient pas que ce n'était pas pour eux. Eux, c'était interdit de révolution. Et les pays du CCG, du fameux Conseil de coopération du Golfe, Arabie Saoudite en tête, leur ont envoyé l'armée du CCG. Et l'armée est toujours là, depuis 2-3 ans. Et elle tue tous les jours de simples citoyens qui disent écoutez, nous voulons notre indépendance, et nous voulons un État où le vote majoritaire permet de constituer un gouvernement. Non, non, non. Non, non, nous voulons continuer à ce que la minorité gouverne ce pays. Voici. On en parle, parce que quelqu'un d'entre vous, on va parler de Bahreïn régulièrement. Très bien. La Syrie, alors, eh bien, vous pouvez voir la Syrie, comment le phénomène a démarré. Il a démarré ici, dans la ville de Daraa, où une manifestation de gamins a dégénéré. Et à partir de cette manifestation, on a vu apparaître des manifestations un peu plus violentes, avec parfois quelques tirs, quelques blessés, et puis alors de plus en plus violentes. Et puis alors, la ville de Homs s'est enflammée. Pourquoi Homs? Homs a une place essentielle dans le scénario dont je vais vous parler tout à l'heure, celui du gaz. Homs est une ville centrale pour le gaz, parce que les gazoducs qui viennent du sud aboutissent à Homs. Je vous en parle dans un instant avec aussi quelques liens. Et puis, un peu plus au nord, regardez cette enclave-là, turque, qui s'enfonce dans la terre de Syrie. Ça, c'est une enclave qui était syrienne jusqu'en 1936, lorsque la France l'a offerte aux Turcs pour leur dire écoutez, si vous voulez bien ne pas entrer en guerre aux côtés d'Hitler, voici un petit cadeau si ça vous dit. Et donc on donne des territoires que l'on ne possède pas à des gens qui peut-être ne devraient pas non plus en bénéficier. Eh bien, cette région ici d'Alexandrie et d'Iskandarol sert de repère pour ces combattants qui s'infiltrent vers Alep et vers Idlib, où les combats les plus violents se déroulent pour le moment-là. Et puis alors, du côté est de la Syrie, on voit aussi ce phénomène se répéter via la Turquie, n'est-ce pas? Des combattants arrivent à la frontière irakienne et occupent des territoires de plus en plus importants, dont la ville de Raqqa, dont vous entendez parler régulièrement dans la presse. Il se fait que le régime dans ce pays est laïque depuis 1963. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique dans cette région du sud de la Méditerranée. Et quand ils parlent de laïcité, dans leur esprit, c'est la laïcité originelle, c'est-à-dire une tolérance de tous les rites que vous voulez adorer tel Dieu, bien fait. Et laissez simplement les autres adorer ou ne pas adorer ce qu'ils veulent. C'est ça la notion de base de cette laïcité. Ça n'est pas du tout nécessairement tuer les personnes qui le croient, qui est croyante, c'est ça. Et donc, dans ce système, il y a une belle cohabitation entre chrétiens, musulmans chiites, musulmans sunnites, dans toute leur diversité, qu'ils soient alaouites ou qu'ils soient... Alors, alaouites, c'est intéressant, on va revenir peut-être, si on a le temps, sur cette notion de l'alaouisme. Vous savez que le pouvoir au Maroc est alaouite. Est-ce que vous le savez? C'est exactement la même tranche que le pouvoir en Syrie, le pouvoir minoritaire alaouite. Et donc, c'est intéressant aussi de voir ça. Certes, il y a des rites différents, il faut la prière différemment, mais sinon, à l'origine, ils sont tous les deux de la même origine. J'espère qu'il y aura une question sur ce sujet, si vous voulez, tout à l'heure. Pays multiconfessionnel, multiethnique, président musulman de rite alaoui, c'est un musulman. À l'origine, c'est un musulman. Donc, il faut qu'on arrête de dire, mais non, il n'a pas le droit à gouverner. Alors, allons-y, au Liban aussi, on fait la même chose, et en Irak aussi, la même chose. Et partout dans le monde, quand un type n'a pas la religion qu'il faut, ben on le liquide. Ça, c'est pas possible, c'est pas un projet d'avenir, ça. Et alors, évidemment, il y a l'amitié avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, avec les Palestiniens,
avec les rivalés du Sud et avec un certain nombre d'autres forces. Ce pays avait déjà fait une réforme agraire il y a pas mal d'années, en 1963, dès l'arrivée du système socialiste au pouvoir. Ce pays, juste avant les événements, n'avait pas un franc de dette. C'est une exception dans les pays. Pas un franc de dette. Ce pays avait même voté des réformes pendant la Révolution, une nouvelle constitution en 2012, abolition du parti unique, affirmation de la cohabitation religieuse, et tous les efforts ont été faits pour avancer, pour répondre aux revendications de la rue. Et l'on voit que les revendications qui reviennent sont essentiellement des revendications qui tournent autour de la société civile. On veut organiser le tissu social, que ces pouvoirs forts n'ont jamais pu, je dirais, protéger, n'ont jamais pu favoriser, n'ont jamais pu valoriser. Peut-être que ces pouvoirs n'ont pas le savoir et l'expérience de le faire. Peut-être. Mais peut-être qu'ils sont coupables et ils l'ont fait volontairement. Toujours est-il qu'on est devant ce fait. Et alors, ils veulent le renouvellement des modes et l'exercice du pouvoir. Ceci est quelque chose qui va être assez commun. Et c'est là que des puissances s'inquiètent. S'inquiètent parce qu'ils pensent qu'un scénario catastrophe est en préparation. Ce scénario catastrophe, c'est ce que l'on a vu en Libye. L'ONU a donné mandat à certaines puissances d'intervenir en Libye, mais le mandat a été détourné pour intervenir de manière tellement massive qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de tués civils. Et le pays a été ravagé. Et le résultat est celui qu'on voit maintenant, c'est-à-dire un pays complètement décousu, complètement décortiqué. Et on ne sait pas combien de pays il y en aura à partir de la Libye avant les événements. Ce scénario, évidemment, a fait peur à deux puissances qui ont leur poids de plus en plus maintenant à l'échelle internationale et qui ont exprimé cela parce que, je dirais, ils redoutaient quelque chose de tout à fait inacceptable. Nous sommes le 4 février 2012, double veto de la Russie et de la Chine à une résolution de la Ligue des États arabes, la Ligue des États arabes qui est une organisation régionale censée protéger les pays membres des pays arabes. Elle propose une résolution à l'ONU pour casser quelque part l'un de ses membres. Et il a fallu que les Russes et les Chinois viennent dire non, ça ne va pas. Vous avez compris que la Ligue des États arabes, et je vous le dis franchement, devant vous, est manipulée. Que c'est l'argent des pays du Golfe qui domine la Ligue des États arabes. Ce n'est pas M. El Arabi qui est son secrétaire général, qui est loin de là. Et alors, évidemment, nous avons là quelque chose d'historique, un double veto, alors qu'un simple veto aurait suffi. C'est vraiment une façon d'affirmer le niet, ça ne passera pas. Et vous êtes en train de faire une grossière erreur sur ce plan-là. Et nous arrivons alors petit à petit vers une forme de guerre froide, à une situation, je dirais, inquiétante. La situation à laquelle nous assistons, c'est une sorte de procuration typique de l'époque de la guerre froide, mais je peux ajouter ceci, à présent même la précaution de la procuration n'est plus à l'ordre du jour. Les puissances se trouvent directement face sur le terrain. J'ai la carte de la Syrie et je vois les positions. C'est comme si on se préparait. Tout est là. Un avion sur lequel on pourrait tirer et dont les suites dégénèrent, c'est largement suffisant. Il y a eu des conflits qui, pour un coup de feu, ont éclaté.
tellement immense, il y a tellement de richesses en jeu que la situation me paraît encore plus plausible que les conflits précédents. En effet, voici le scénario que je vous propose, mais ce n'est que l'un des deux scénarios que je vais vous exposer aujourd'hui. Ces deux lignes, ces trames-là que vous voyez, ce sont les fameux gazoducs. Celui-ci est saoudien, ou suivez la flèche, et celui-là est qatari. Ils partent de Qatar et d'Arabie vers, c'est quoi ici? La Syrie. En effet, si ces deux gazoducs ne voient pas le jour, alors le Qatar et l'Arabie seront obligés de continuer, car ils le font, de continuer à liquéfier leur gaz pour l'exporter liquide dans des conteneurs clients avec un prix supérieur au prix du marché. Et donc forcément, c'est un gaz mort. Parce que ça marche. Pourquoi vous allez acheter un gaz qui a 2 fois le prix d'un autre gaz équivalent qui arrive chez vous? Et donc, ça, c'est une revendication des pays du Golfe, et ça nous permet de comprendre pourquoi ils s'acharnent et ils investissent tellement d'argent. Eh bien, voici les réserves de gaz dans le monde. Et voici l'endroit le plus important. 72 téramètres. C'est une quantité incroyable. Cette mesure de téramètre, c'est téramètre cube, c'est 1 milliard de kilomètres cubes. Unique. Et donc, vous voyez ce qu'il y a rien que dans le Proche-Orient. Vous allez me dire, la Syrie a encore quoi là-dedans? Et bien, chaque année, on vient d'écouter, sur le littoral syrien, déjà avant 2 ans, les plus belles et les plus grandes réserves de gaz de la planète de l'histoire. Et donc, nous sommes au total à 72 téramètres dans cette région, alors que la Russie, qui était le premier grand producteur, n'est qu'à 57, et puis voyez le reste. Et donc, convoitise incroyable pour cette région, parce que cette énergie, c'est l'énergie de demain. Voici une capture d'écran d'une émission sur le littoral syrien où on montre certains de ces champs. Et voici la consommation mondiale, pour avoir une idée. Pour le moment, la planète ne consomme que 3 téramètres cubes en 2007. Ils seront 4,4 en 2030. Donc vous voyez qu'avec les 75 et le reste, il y en a par des années de gaz. Et c'est lui qui met la main dessus, il devient ce que vous voulez. Pas seulement millionnaire, il va chercher un autre terme. Alors, c'est là qu'on voit les alliances se former, on voit des groupements, on voit des institutions, et la Chine et la Russie, par exemple, coordonnent très très fort leurs efforts dans ce domaine du gaz. Et nous venons d'assister, il y a quelques jours seulement, au 3e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, qui a eu lieu où? À Téhéran. Ah ben tiens, il y a encore un acteur qu'il va falloir mettre dans le paquet. Voici les images de ce sommet. Et voici les États membres. Toutes ces cartes sont à votre disposition si vous êtes intéressé. Nous laissons ce scénario de côté, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, mais j'espère ne pas abuser de votre temps, et je pense aussi que je suis en train d'abuser. Pierre, jusqu'à quelle heure je peux encore... Moi, je dirais, si tu pouvais conclure dans les 10 minutes, qu'est-ce que vous pouvez encore un peu de temps? 5 minutes. Avec 5 minutes, je vais essayer de... Alors, on va se demander la question suivante, maintenant se poser la question suivante. Mais alors, ces combattants pacifistes et ces révolutionnaires, où sont-ils? Est-ce que la révolution a été détournée?
Est-ce que la révolution existe encore? Est-ce qu'on parle encore d'eux? Est-ce qu'on est capable de les situer depuis combien ils sont? Monsieur Biden, vice-président des États-Unis, se trouvait il y a quelques mois en conférence à Harvard, et il a dit notre grand problème au Moyen-Orient, ce sont nos alliés. Sur le même, on vous a parlé tout à l'heure. Que dit-il? Nos alliés sont le plus grand problème dans cette région ici, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar. Et il dit que ces alliés, eh bien, dépensent des centaines de millions, on devrait presque dire des dizaines de milliards, et des milliers de tonnes d'armes pour quiconque veut combattre Bachar al-Assad. Ce sont eux qui ont alimenté le fonds Al-Nusra et Al-Qaïda et les islamistes djihadistes de l'Union. C'est M. Biden qui dit ça. Alors, les pays du Golfe qui, soi-disant, soutenaient la révolution spontanée, une révolution comme ça, tout à fait naturelle, c'est quoi? M. Biden n'est pas le seul à s'exprimer. Et les observateurs sont troublés par toutes ces informations qui sont diffusées, comme dans les mémoires de Mme Clinton, qui dit, et il faut la remercier pour reconnaître ces choses-là, qui dit, ici quelque part, je pense, voilà, vous arrivez à lire? C'est bien l'administration américaine qui a créé. Voilà le titre. Donc vous allez dans son livre, 2001, voici l'information. Vous pouvez la corroborer avec celle de M. Biden. Et alors, si vous en voulez encore des preuves, ici, vous avez M. John McCain qui se réunit avec un certain nombre de leaders, dont ce monsieur-là, qui s'appelle El Baghdadi. Voilà, ça va. D'accord? Et qui est avec ce général-là, avec les lunettes ici, qui était en fait le leader de ce qu'on appelait l'armée libre de Syrie. C'est intéressant, non? Tout ça est dans un voyage illégal, évidemment, parce qu'il allait en Syrie, comme tout, sans visa, sans quoi que ce soit. Ça, c'est un monsieur qui se proposait de devenir président. Et puis alors, autre chose, si vous en voulez encore plus, voilà M. Fabius ici, qui dit quelque chose de vraiment troublant ici, avec le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, et il dit, sur le terrain, ils font du bon boulot. De qui il parlait? Eh bien, il parlait d'Al-Nusra, et il parlait d'Al-Qaïda, et il dit que sur le terrain, ils font du bon boulot. Je pense aux événements passés. Plus encore, voilà les combattants d'Al-Nusra soignés dans les hôpitaux israéliens, visite M. Netanyahu, pour revenir dans le Al-Qaïda, Al-Nusra. Ceci est présent dans la presse, sur le net, dans les publications, dans les films. Bon, ici on insiste encore sur la participation. Qui est derrière cette fameuse organisation? Vous voyez les drapeaux. Ça, c'est un livre que je vous conseille, qui vient de sortir, qui est très intéressant. Il porte ce titre, Who Makes ITIS in Power. Et alors, nous arrivons à l'actualité maintenant, et aux événements actuels. Cet avion qui a été abattu par la Turquie. La Turquie qui perd le Turkish Stream, qui est un gazoduc qui devait
joindre la Russie à la Méditerranée et qui donnait à M. Erdogan une carte maîtresse face à l'Europe, qui va dire voilà, j'ai la carte de gaz. C'est moi qui vous ai entendu. Vous allez laisser entrer dans le mot ou pas? Ben, il a perdu la carte. Ça, c'est le fameux Turkish Stream. Parce qu'en matière de stream, je n'ai pas le temps de vous énumérer tout ça, mais le North Stream qui vient via l'Allemagne, le South Stream qui vient via l'Iran, le gazoduc iranien, le Turkish Stream, il y a tout un paquet, et la terre, je dirais, les entrailles de la terre sont maintenant criblées de gazoducs et de... Bien, je ne sais pas si les 5 minutes sont écoulées, Pierre, mais voilà une idée, ne plus que pour la région du Proche-Orient, de ce qu'il y a comme maillage de gazoducs et d'éléments de ce type. Alors, évidemment, ce second scénario est intéressant, excusez-moi pour la brutalité de mon éclairage. La question qui peut se poser, c'est, à côté du gaz, est-ce qu'il y a autre chose, éventuellement, que les pays du Golfe souhaitent faire avancer? On peut laisser ça en suspens pour une question, mais vous devez savoir que les pays du Golfe jouent leur partie. Ils savent qu'ils sont en train de perdre, et ils savent que cette perte va peut-être les perdre. Je vais quand même commencer par retrouver. Qu'est-ce que tu cherches pour ça? Le micro, oui. En fait, c'est pas pour moi, il disait donc, je réitère les excuses pour les problèmes techniques tout à l'heure, qui m'ont surtout empêché de remplir mes obligations et de présenter. Oui, ça a été tout à fait bien. Et donc, c'est quand même tout à fait inhabituel et tout à fait anormal qu'il n'y ait pas un petit mot d'introduction conférencier. Je ne vais pas faire maintenant, évidemment, au rang de mots. Je vous dis que le professeur Sartre, il a quand même au moins 3 casquettes différentes au départ. Donc, comme il l'a dit dans son exposé, il est psychologue. Par ailleurs, il est un des fondateurs du département d'arabe à la faculté française et à la faculté de traduction et d'interprète, et puis par ailleurs aussi, il a développé dans pas mal de traces dans une des traces dans ce qu'il nous a montré, il a développé un très important institut de recherche sur la Méditerranée, sur les relations entre l'Europe et la Méditerranée, etc. Et il a beaucoup publié dans ce domaine-là, donc je dis, je ne vais pas me refaire parce que toute... Si vous avez besoin de mon CV, écrivez-le. Oui, je ne vais pas effectivement vous refaire l'introduction complète que je n'ai pas faite tout à l'heure, et je vous donne tout de suite la parole en ayant simplement effectivement en conclusion de ceci, s'il y a une confirmation quant au fait qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, je crois vraiment rien. Alors, qui veut intervenir? C'est une précision, ces gazoducs, ils existent tous ou ils sont... Certains existent. Alors certains existent et fonctionnent, comme le Nord Stream, qui nous amène le gaz jusqu'à... Et ceux du Proche-Orient, ceux d'Iran, il y en a un entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, il y en a entre l'Irak et la Syrie, traversant la Méditerranée, et quelques-uns qui sont fonctionnels. Mais il y a beaucoup entre eux. c'est celui qui irait en Turquie, c'est un projet. Donc celui qui va joindre, qui allait joindre la Russie et la Turquie, il a démarré, et il n'est pas terminé. On va gaspiller énormément d'argent, mais peut-être qu'un jour, quand le leadership fait le changement, on reprendra. Toujours est-il que maintenant, on a des cartes maîtresses de la main de M. Erdogan. Et c'est pour ça qu'il a eu son kilo de consommation de 3 milliards. Michel. J'ai deux questions. La première question importante pour moi, c'est le problème du Kurdistan. Vous avez dit, bon, d'acheter une base, c'est pas moi l'extérieur, l'impression que j'ai, pour certains dictateurs, une partie en Irak, une
partiellement formé par Syrie, Bulgarie, Turquie. Et quand on voit, on suit un peu les événements, on se rend compte que s'il y a des combattants efficaces contre l'État islamique, ce sont les Kurdes. Et on voit également que parmi ces combattants, on trouve de temps en temps des femmes, ce qui est quand même inhabituel dans le monde arabe. Donc, en question pour résistance, je dis c'est quelque chose qui a du sens. Et il y aura plus d'implications dans le contexte de Bachar el-Assad, de Erdogan, de l'Iran, etc. Quel rôle, en réalité, joue les Kurdes? Alors, deuxième question qui est peut-être moins importante, c'est concernant la formation des jeunes, en tout cas au Maroc et en Tunisie. Bon, il y a quand même une formation universitaire qui existe. Bon, ils forment des physiciens, un d'eux qui ont fait des thèses doctorales, c'est le monde. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas d'emploi, sinon que ils espèrent un job qui doit gagner pour alors ils restent en Europe. Mais donc il y a une formation intellectuelle qui existe dans tous ces pays. Donc, vous avez la première question est très très importante. Les Kurdes forment avec les Arméniens la moitié est-kurde. Est, la moitié est, la Turquie est comme ça, on peut la en deux. La moitié à l'est, elle est peuplée, une écrasante majorité de Kurdes, et ensuite ce sont les Arméniens. Si la Turquie donne l'indépendance aux Kurdes, elle devient la moitié de ce qu'elle est maintenant. Votre point de vue. Et donc, ils sont devant ce dilemme. Est-ce qu'ils pourront l'éviter? Je le doute. Les Kurdes, c'est un peuple qui montre, c'est un peuple qui est décidé, c'est un peuple qui a une cause, qui défend, et ils sont intelligents. Ils sont malins. Ils commencent dans des endroits où la lutte est moins difficile qu'en Turquie. Ils ont commencé en Irak. Et c'est du temps de Saddam Hussein que pendant que Saddam Hussein gazait certains villages kurdes, accordait aux Kurdes des places au Parlement, ils sont arrivés jusqu'à une dizaine de parlementaires dans le régime de Saddam Hussein. Et ils avaient une forme d'autonomie, vous pouvez le confirmer, ils avaient une présence, je dirais, tout à fait légale et reconnue. Bon, donc ça c'est intéressant. On va d'ailleurs retrouver cette présence encore plus forte suite aux événements, au départ de Saddam Hussein, parce qu'ils se sont sentis plus forts, il n'y avait plus ce dictateur, et donc ils ont pu retrouver leur force et leur espace. Et toutes les régions où les Kurdes sont majoritaires au nord de l'Irak sont des régions autonomes. Il y a un pouvoir, il y a un gouvernement, ils ont leur ministère, ils ont leur budget. D'ailleurs, une grande partie du pétrole de l'Irak est chez eux. Et allez voir, moi je suis en contact avec certains hommes d'affaires belges et non belges qui vont là-bas et qui disent c'est l'Eldorado. Évidemment, la Turquie n'est pas très contente. Parce qu'elle a l'impression que les Kurdes vont avoir leur État là. La Syrie leur accorde l'autonomie depuis le début des événements. L'armée syrienne et les Kurdes travaillent ensemble contre les intégristes et les salafistes. Et donc, en Syrie, ils sont à l'aise. Ils se disent, les Kurdes, mais demain, ils vont former un État, que ce soit sur la Syrie et l'Irak, que ce soit dans l'un des deux pays, et ils vont dire, écoutez, nous ici, on est minoritaire, tout petit, on nous accorde un État. En Turquie, nous sommes 30 millions. C'est ce qui parle. Je dis, je ne peux pas le dire. 30 millions, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez vu les élections, si vous avez vu ça, je ne sais plus, 80 députés, des choses comme ça. Et donc, c'est une présence démographique réelle. Ils peuvent revendiquer leur indépendance en Turquie et avoir alors ce Kurdistan historique qui n'a jamais existé que 2 jours
en 1920-21, lorsqu'il y a eu le partage de l'Empire ottoman, et qu'à ce moment-là, les Turcs essayaient, pas le Kurdistan, il y avait 2 jours d'une heure pour gagner la bataille. Et donc ça, c'est un problème récurrent que nous allons retrouver, revivre jusqu'au moment où il va se résoudre. Alors pour le moment, pour essayer d'éloigner cette solution, la Turquie les bombarde évidemment. Hier, ils sont entrés en Irak, plusieurs milliers de soldats irakiens, turcs sont entrés en Irak, si c'était le territoire. Ils sont entrés jusqu'à la province de Ninois. Et ils sont à l'aise, ils sont là pour suivre et leur objectif maintenant, ce sont entre nous, c'est de rester les Kurdes de Turquie au Kurdes. Ça, c'est sur le côté système de chance. Diviser pour les... Mais bien sûr, ce sont des Kurdes, c'est un seul peuple, on va le diviser pour essayer de... La deuxième question, c'est ce problème de fuite de cerveau. C'est un phénomène, j'en ai touché un petit mot, c'est un phénomène horrible, terrible. Ces pays forment des gens, des spécialistes, des scientifiques, des chercheurs, mais pas pour leur société. Ils les forment et ils les exportent, malgré eux. Donc ce sont des exportateurs de cerveaux. Ils les exportent. Ce sont d'autres pays qui les accueillent, qui leur donnent des possibilités d'épanouissement, et tout cela presque gracieusement, puisqu'ils arrivent quasi formés, il faut encore 1 an ou 2 pour terminer leur formation. Et donc ce phénomène est réel. Tant que ces pays font du surplace emploi économique, tant que ces pays constituent encore des pays, je dirais, délaissés, à la dérive, nous, Européens, nous avons une responsabilité là-dedans. Nous les laissons à la dérive. Nous les laissons chavirer. Nous ne leur tendons pas la main pour les aider, pour les sortir un petit peu de leur noyade. Et donc, tant que ces pays se débattent dans leur sous-développement, dans leur retard, dans le fait de revenir à des idées, croyant que c'est ça le chemin, oui, si je retourne au XIIIe siècle, à cet imam Ben Taïmi qui a inventé le salafisme, mais je vais sauver mon peuple, je vais lui montrer la bonne voie. Ça fend le cœur, c'est triste. Parce qu'on sait que c'est une voie bouchée. On sait que ça n'aboutira pas. On sait que ce sont des milliers de jeunes qui vont y perdre leur vie. Parce qu'ils ont été fourvoyés, parce qu'ils ont été mal orientés. Et donc, oui, ce phénomène, là aussi, la fuite des cerveaux, on va la vivre encore longtemps. Tant que cet équilibre qui doit s'installer en Méditerranée entre 2 communautés, dans une certaine complémentarité, eh bien, tant que cet équilibre n'a pas vu le jour, on va continuer à voir ça. Cet équilibre, ça serait, à mon avis, justice. Moi, j'enseigne dans un premier cours de civilisation comment le sud de la Méditerranée nous a transféré du savoir. Quand cette population était fort développée et avait fait des découvertes et tout ça, ben, il nous semble normal, pour le bien de l'Europe, que nous renvoyions les sens. Lorsque l'Empire ottoman s'est développé à partir du début du XVIe siècle, c'est une véritable chape de plomb qui s'est abattue sur les pays envahis. On a stoppé tout à fait le développement de la science, le développement de la culture. Quand on pense que la Grèce, pourtant une civilisation considérable, elle a connu l'imprimerie au XIXe siècle. Ce que la collègue dit, ce que tu dis est absolument, je dirais, déterminant dans l'évolution de cette région, parce qu'on sait que pendant 400 ans, la présence ottomane a tout été au sud-américain. M. Erdogan veut recommencer. Son objectif, c'est d'essayer de rayonner, de devenir le nouveau calife dans la région. Il ne joue personne pour lui. Et dans son esprit, ces peuples, nous, ne conduit pas.
si vous suivez mon conseil, lisez un peu ce que l'histoire nous dit sur les Janissaires. Vous allez voir la similitude, Charles, ça va vous intéresser, la similitude qui vient en Israël chez les Janissaires. Vous allez voir ce que les Janissaires. L'armée que les Ottomans avaient créée, et surtout les Séjourides avant eux, en prélevant un enfant dans des familles dont ils occupaient les terres, et qui ne devaient pas être des familles musulmanes. D'accord? Lisez, parce que c'est édifiant, c'est intéressant, ça éclaire. Ça éclaire. Sur un livre, Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai eu des discussions récemment à Lille 1 avec certains jeunes gens qui sont motivés, qui ont envie de faire quelque chose, etc. Et pourquoi pas un État ottoman, turc nouveau, avec la Turquie, et je leur dis, de quelle région venez-vous? Sur l'origine, je suis français. Oui, bon, vous avez certainement des origines de vos parents, mais nous sommes marocains. Je suis enchanté. Est-ce que vous savez que la Turquie ottomane n'a jamais pu rentrer au Maroc? Que les Marocains ont payé des centaines de milliers de tués pour empêcher les Ottomans d'entrer? Je lui dis alors, c'était un mauvais choix. C'est parce qu'ils ont vu ce que les Turcs faisaient ailleurs et qu'ils n'en voulaient pas chez eux. C'est intéressant de voir tous ces éléments-là. Pour ça, évidemment, le rôle de l'Empire ottoman a été terrible. Sans parler des génocides, ça, vous êtes au courant. On ne les reconnaît pas pour le moment, mais un peu quand même. Qui les reconnaît? Professeur, merci. J'ai soutenu la cause palestinienne depuis le début. J'ai eu la chance, grâce à ça, d'aller en Irak, j'ai vu l'État autonome kurde. Au début, quand d'ailleurs Saddam Hussein commençait à être au pouvoir avec un autre, quand il avait passé dans son nom, celui-là, et j'ai vu qu'il avait gardé encore frappé, etc. Et puis cet État se fait. Les pêche-pêche sont déjà ramenés en antenne en condition pour former cet État. Mais vous avez bien fait de souligner les traumatismes que vivent ces Arabes, que les croisés. Daesh, Ben Laden, croisés encore la colonisation. Et maintenant, les égarements, pour être plus généreux, d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Aucun pays au monde n'oserait violer la législation internationale de l'ONU. Aucun pays au monde n'oserait faire commettre les atrocités qui sont commises vis-à-vis des Palestiniens. Et ça aussi alimente le traumatisme. Et ça aussi est à la base de beaucoup de attentats, etc., que l'on fait un peu partout. Alors, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais dans l'actualité. Mais ce comportement d'Israël, pour le moment, met la paix mondiale en danger, et régler ce problème-là, qu'Israël accepte qu'il y ait un État palestinien. Ne faisons ça. Vous parliez de l'État kurde, je suis tout à fait d'accord. Mais aussi accepter qu'il y ait un État palestinien, ça ôterait beaucoup de raisons à alimenter finalement la paix. Voilà ce que je veux dire. Merci. Merci de cette question. Moi, j'ai une conviction qui me fait penser que le problème palestinien est vraiment un problème central. Et que ce problème, même si on ne l'expose pas assez avec les médias, est quand même une blessure profonde. Une blessure entre deux peuples qui sont à la recherche chacun d'un havre de paix, qui peut-être eux-mêmes veulent cohabiter, mais il y a des puissances qui ont intérêt à ce qu'ils ne cohabitent pas. Ces deux peuples, c'est en fait un seul peuple. Ce sont les enfants d'un même père. C'est la légende et l'histoire et la mythologie qui nous racontent ça. Et ce sont des signes de la même famille. Et donc,
on ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés à négocier et à dire, voilà, écoutez, soit vous vivez tous dans le même pays et vous essayez, selon votre représentation, je dirais, démographique, de partager le pouvoir, soit vous vivez chacun dans un morceau de territoire et on vous dit, voilà, vous avez votre indépendance, vous ne pouvez plus chamailler votre voisin et vice-versa, et on règle ça. Non, quelque part, on ne veut pas cette solution. Et lorsque on a été créé le foyer juif en Palestine, c'est un ouvrage anglais, c'est le Lord Balfour qui a donné cette projet de Balfour. C'était comme une sorte de piège. C'était comme une sorte de piège d'aller mettre une population comme ça, minoritaire, au milieu d'un océan de populations qui ne lui sont pas acquises. Et donc, moi, évidemment, je retrouve horriblement, parce que cette année, il a sanglant, elle est terrible. Et telles que les choses se présentent, nous avons du nucléaire, nous avons de l'économie qui vient s'ajouter, nous avons des interventions de toutes parts. On nous annonce pendant quelques jours l'intervention d'une ou deux grandes puissances par les jours militaires. Ils envoient leur armée. Ça va s'arrêter où ça? Et certains prennent ce problème pour dire, moi je vais le régler. C'est fastoche. Moi je tue tout le monde, je coupe les têtes à tout le monde, et puis voilà, je règle. Mais non, c'est pas ça. Ça marche pas. Et c'est le meilleur moyen de faire dégénérer les choses. Alors que nous sommes arrivés à un stade de maturité humaine qui nous permet de discuter, de trouver des solutions. Il y a eu des solutions pour des questions beaucoup plus graves que celle-là. Elle est grave, parce que c'est deux peuples meurtris. C'est pas possible qu'on puisse continuer à assister à ce spectacle absolument horrible de deux peuples qui s'entre-déchirent. Certes que le peuple palestinien en paye un peu plus, mais de l'autre côté aussi, c'est son habitant. Et donc le problème est terrible, il est au centre, et malheureusement, il alimente l'extrémisme, il alimente ces mouvements qui poussent à droite et à gauche, et qui veulent faire de la surenchère au nom de cette solution qu'ils veulent trouver avant tout le monde au problème palestinien. Les juifs arabes vivaient en paix avant. Il n'y avait pas de problème. Il y avait des juifs libanais, syriens, irakiens, et tous vivaient ensemble en paix. Donc avant cette époque. J'ai le bonheur d'épouser cette dame qui habite à Beyrouth, juste à côté d'une synagogue. Donc, elle vivait, si je puis dire, les cérémonies, les prières, et elle voyait cette population, les populations libanaise, ce sont des Libanais à part entière. Et ils étaient partout, au Maroc, en Syrie, en Irak, partout. Et ils vivaient paisiblement, ils étaient accueillis parce que ce sont des cousins, c'est comme ça qu'ils les considèrent sur place. Bon, ils devraient dire des frères. Ce sont des cousins. Eh bien, ils vivaient normalement jusqu'à ce que ce problème naisse en Palestine et qu'il dégénère. Quand Isabelle la catholique chasse les juifs d'Espagne, ils sont accueillis ou non? Voilà, l'exemple espagnol est intéressant aussi à citer dans ce. J'ai encore une question, je crois. Accord, professeur Laurent Zarabi. D'accord. Je ne sais pas si c'est pour vous faire la même histoire que Laurent Zarabi, il a compris que le pauvre a payé de sa peau, puisque 6 mois après, en rentrant en Angleterre, il est tué. Il est tué dans un incident, mais souvent c'est ce qui arrive à l'ambassadeur américain en Irak quand le Saddam Hussein, parce qu'elle a fait une petite déclaration pas appréciée en rentrant, elle est tuée. Ça, il faut aussi découvrir ces choses-là, c'est intéressant. Si c'est pour réitérer cet exemple-là, non. Mais si c'est pour, oui, osciller vers le sud et le nord de la Méditerranée, ça c'est ma mission. Moi je lutte pour ça. Moi je trouve que ces peuples sont des peuples frères, ce sont des peuples qu'on ne peut pas gagner en coordonnant ensemble, en travaillant ensemble. Et il y a moyen de bâtir autour de la Méditerranée une civilisation extraordinaire, avec la complémentarité de ce qui existe au sud, de ce qui existe au nord, l'expérience au nord, les potentialités au sud. Il y a moyen de bâtir quelque chose d'exemplaire pour nous. Inch'Allah. Merci à vous.
Merci beaucoup. C'est la preuve que le prêtre touché à des choses